Bonsoir, bienvenue à Verdun. Oui, Verdun, Montréal. Non pas Verdun, lieu de la plus sanglante bataille de la Première Guerre mondiale avec les tranchées. Et aujourd'hui, vous allez nous accompagner. Je suis avec mon ami et collègue René Faneuf, qui est également membre de notre vénérable institution, la Confrérie de la Librairie ancienne du Québec. Vous avez dit que je m'appelais Bruno Lalonde? Oui, non, sans doute pas, je vous le dis. On est le 5 février 2023 et on revient d'une opération spéciale consistant à se porter acquéreur d'environ 2000 livres. Et pendant le trajet, je vais vous parler de son propriétaire. Alors en même temps, vous aurez droit à une visite guidée. Alors vous voyez, vous avez l'intérieur de la camionnette. Je m'installe. Alors vous aurez droit également, au cours de cette promenade sous la neige, il fait environ moins 10 degrés Celsius, c'est tout à fait confortable. N'est-ce pas, René? Oui, la porte est pas mal fermée. Vous avez même eu le droit à un prélude pour essuie-glace. De Jean-Sébastien Chrysler. Ouais. C'est une Chrysler, ta camionnette? C'est une Minitel, comme ça? Non, je pense que je suis parti avec des Minitel également. Bon, ben visiblement, la caméra ne bouge pas. Alors, René, quelles sont tes impressions sur cette... Ouais, elle a bougé, je vais la tenir. Quelles sont tes impressions de cette opération spéciale qui consistait à ramasser 2000 livres? Bon, moi, j'ai pas tout à fait vu ce que tu as ramassé. Ouais. J'ai vu beaucoup de philo. Oui. Puis de la sémiotique. La sémiotique. Moi, je connais pas ça, ça n'a pas l'air de m'intéresser non plus. La sémiotique, c'est l'étude du signe et de son objet. C'était une science, je mets le mot science entre guillemets, qui était fort en vogue dans les années 60-70 et dont Umberto Eco était l'un des plus beaux un des plus beaux représentants. Alors, ce que j'ai vu, moi René, de cette bibliothèque, d'abord on va dire un mot sur M. M, qui est présentement en train de mourir d'un cancer. Et ce qu'il possédait en propre, c'était sa bibliothèque. Et il craignait fort que cette bibliothèque finisse soit dans les magasins Renaissance, ou pire encore, dans les poubelles. Car souvent, les gens mis en présence d'une telle masse de livres, 2000 livres, ceux qui ont à s'occuper de la succession, ne savent pas trop vers où tourner leur regard. Alors, M. M a été professeur. Oui, il lui reste quelques semaines à vivre. On m'a fait signer une décharge comme quoi j'avais été sous le conseil du notaire, comme quoi j'en avais bien pris possession, qu'il n'y avait pas eu aucun dol. On ne lui connaissait pas d'héritier non plus. Et la dame avec qui nous avons eu à traiter me disait qu'il était un personnage évidemment érudit, féru de littérature, de poésie. Et il a fait son doctorat sur Roland Giguère. Roland Giguère qui a fondé, comme vous le savez, les éditions Erta,
et qui a côtoyé les surréalistes, est allé à Paris, a rencontré André Breton. Et au début des années 70, ses amis surréalistes, apolitiques, l'ont blâmé d'avoir été embrigadé dans le mouvement nationaliste. Et Roland Giguère a eu une fin de vie assez difficile. Freud a écrit un livre qui s'appelle Deuil et mélancolie. Et vous avez droit toujours à une... vous disais-je donc, Freud a écrit un livre qui s'appelle Deuil et mélancolie. Et il vient un moment où il faut faire son deuil. Et faire son deuil de la vie lorsqu'on a été précisément extrêmement mélancolique, ce qui était le cas de M. M, c'est très difficile. J'aurais envie de dire que pour ne pas éprouver de regrets lorsque la fin vient, il faut vivre cette vie pleinement. Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue et ami René. Ah, j'étais concentré sur la route. Ah! Oui. Il faut bien qu'un d'entre nous soit concentré sur les choses réelles si on veut arriver à bon port. Parce que la chaussée est glissante. Ici, on va avoir, je pense, droit à une vue du... Non, c'est... Oui, c'est le pont Champlain. Hein? Non, le pont Champlain, il est derrière. Vous voyez mon sens de l'orientation. Oui, c'est pour aller l'autre part. Là, ça reprend le même motif, je pense. Ah, voilà. Je parle trop, René? Non, j'ai manqué la sortie. Non, mais dis-moi, moi, je vais mettre fin à mon intervention vidéo. Non, c'est parce que je pense jamais ici, fait que là... Faire un petit détour par là. Alors donc, il est nécessaire de faire son deuil, de faire le deuil de nos proches, de faire le deuil de certains vivants qui nous ont accompagnés tout au long de l'existence. Mais quant à la mélancolie, c'est presque le deuil de soi-même. C'est un rapport, on se sent trop dans le monde, on se sent pas à sa place, on se sent inadéquat. On n'est pas en phase avec le rythme du monde, avec le mouvement du monde. Au fond, le mélancolique ne parvient pas à faire le deuil de certaines réalités. Et ce monsieur M, assurément, était un grand mélancolique. Et il est très en colère, me disait son ami, à qui je n'ai pas osé demander quels étaient les liens. Les livres en eux-mêmes étaient plutôt en bon état, la poussière les ayant protégés. Les tranches sont recouvertes d'une sorte de poussière qui... En fait, ces livres-là n'ont pas vu l'air libre. C'est leur première sortie depuis au moins 25 ans. D'ici quelques jours, nous allons leur rendre leur liberté. Et on les imagine s'ébrouant sur les rayonnages, fraîchement disposés, et prêts à entreprendre une nouvelle vie. Et pendant que nous emballions ces livres et que nous les descendions fort dangereusement, étant donné que les marches étaient glissantes, recouvertes d'une mince pellicule de neige, je me posais la question, et je la pose à mon distingué collègue, pendant combien de temps, tu penses, René, allons-nous être capables de faire ce travail à la fois intellectuel, d'évaluation, et à la fois de déménageur? Non,
entre 5 et 15 ans. Entre 5 et 15 ans. Donc, tu nous vois tous les deux ayant largement dépassé les caps des 70 ans. Tu nous vois transportant des cartons de livres au risque de notre sécurité. Des moins grosses quantités, possiblement. Des plus grandes sélections. Oui. Ou peut-être, on va dire aux gens simplement, nous ne nous déplaçons pas. Nous avons le dos cassé, nous souffrons d'épicondylite et autres maux attachés à un effort physique considérable. Alors toi-même, René, est-ce que tu éprouves de la mélancolie quand tu te retrouves à démanteler dans un premier mouvement une bibliothèque? Mélancolie, la bibliothèque des autres, non. La bibliothèque des autres. C'est plus la curiosité, des fois, d'avoir des petites choses personnelles dans les livres, des dédicaces personnelles. Des photos. Des fois, c'est ça, des photos. Des lettres d'amour. Des lettres d'amour, des fois. Des lettres de rupture. Et ça, tu te mets, t'éprouves un poignant sentiment C'est de... comme si on rentrait un peu dans la vie de ces gens-là. Période de vie qui était importante. Le temps a passé, ils sont plus là. M'arrive de penser qu'au fond, la bonne littérature a partie liée justement avec cette tristesse des choses disparues, évanouies, les photos jaunies, les lettres d'amoureux éperdus qui ne sont plus de ce monde. D'imaginer les amoureux se retrouvant dans quelques lieux clandestins pour célébrer leur amour. Et aujourd'hui, les seules traces qui demeurent de ce passage amoureux, c'est quoi ça? Renaissance. Un renaissance. Ah oui, c'est ça qu'elle parlait, hein? C'est de ça dont on parlait. Ah ouais. Ouais, on admettra que présentement le paysage, vous voyez, il y a le motel Colibri ici. Parlant d'amour clandestine. Ah, j'ai pas pu capter l'enseigne. Ah, il y a le Chabrol ici, l'hôtel Chabrol. Oh, ça c'est quelque chose. Quand on connaît la filmographie de Claude Chabrol, on peut imaginer quelques amants diaboliques se livrant à quelques complots pour se débarrasser d'un tiers. Chabrol, à mon sens, est un immense cinéaste qui a osé filmer les travers de la bourgeoisie. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie étant prolétarisée dans ses mœurs et dans sa culture, filmer la bourgeoisie, même la grande, n'a plus aucun intérêt. Tout le monde s'habille en jeans, tout le monde bouffe chez McDo et tout le monde lit Ferrante. Donc, aucun intérêt de peindre des gens qui, au fond, n'ont aucune différence avec la classe moyenne basse, si ce n'est par de maisons rococo et de gigantesques comptes de banque. Je pense que l'aristocratie n'existe plus. Alors Chabrol a sans doute peint, a sans doute filmé les derniers représentants de cette bourgeoisie hors monde. Mais je tiens le titre de ma vidéo, Hôtel Chabrol. Il y aurait Hôtel Colibri, mais c'est moins significatif. C'est un motel. Motel, oui, merci. C'était plus beau. Ouais, motel. Ça, c'est vraiment les amours furtives. Furtif. Un amour.
Une amour, des Je amours. pense que les deux existent. Les deux, hein, Je sont... pense que... Ah, l'auberge Saint-Jacques. Motel. Et décidément, ici, il y a beaucoup de... Car and Toys. Ouais. Mécanique générale. Franchement, il y a des associations d'idées un peu douteuses qu'on peut faire. Hein? Cars and Toys. Mitch, auto, électronique. On est où exactement, là, René? On approche de Descaries. C'est une sorte de no man's On est land. dans Hein? Saint-Jacques. On est dans Saint-Jacques. Dans Saint-Jacques. Boulevard Saint-Jacques. Rue Saint-Jacques. Alors, c'est quoi, René, la découverte la plus étonnante que tu as faite dans un livre? Dans le... J'ai pas trouvé de timbre rare, ça, je me disais, à un moment donné, ça va aller vite. Des pièces de monnaie, des 5 $ pas plus. Tu as trouvé de l'argent. Les gros montants que j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'était un élève au collège, il avait trouvé un 100$ américain dans un livre à la bibliothèque. Fait que c'était donc un autre élève qui avait pris ce livre-là, possiblement aller en vacances avec, puis il avait ramené le livre. On l'avait pas vu. Ouais, mais il faut ajouter que tu étais bibliothécaire dans un collège UP de Montréal, quand même. Ouais. Je crois pas qu'on aurait trouvé un billet de 100$ à la polyvalente Pierre Dupuis, par exemple. Là, on ne savait pas si c'était un vrai, fait que l'élève était allé à la caisse, il avait confirmé que c'était un vrai. Alors, il l'a rendu à l'établissement ou... Non, il l'a gardé. Ah! C'est lui qui l'avait trouvé. Alors, on passe au-dessus des carrés. Des poteaux qu'on voyait tantôt. Là. Oui? Après un petit détour, on arrive au-dessus du poteau. Donc, toi, dans ta longue pratique de libraire, t'as rien trouvé dans les livres à part des témoignages ou Des lettres. Là, des traces d'êtres humains? J'essaie de me rappeler que j'aurais pu trouver. Bon, du papier, cartonné. Photos, on ne pourrait pas dire photos des fois. Moi, j'ai déjà trouvé des photos Polaroid de femmes tout nues dans des livres ayant appartenu à des curés. Ah. Ouais. Est-ce que c'était des paroissiennes? Ben, écoute, Est-ce que tu pouvais reconnaître un confessionnal? je ne reconnaissais rien, mais mon étonnement, ça a été de me dire que il y avait quand même quelques hétéros dans la communauté ecclésiastique. D'une certaine manière, ça m'a presque rassuré. Une fois, te souviens-tu, les franciscains dans l'extrême est de la ville, presque au bout de Montréal-Est, il y avait une communauté. Oh, chapelle de la Réparation? Ouais, tu te souviens? Ouais. Tu as déjà acheté des livres, là? Non. Moi, j'avais rencontré j'avais acheté des livres et celui avec qui j'avais fait la transaction, c'était le père Hébert, qui avait, si ma mémoire est bonne, fait une histoire de l'Acadie. Et le père Hébert m'avait montré lui aussi des photos Polaroid, des objets de torture, silice, martinet, qu'il avait lui-même fabriqué
à la demande de son supérieur hiérarchique afin de tempérer ses pulsions sexuelles. Puis je dois ajouter que le père Hébert, à ce moment-là, devait approcher les 90 ans. Et de voir... Et il les avait lui-même fabriqués, ces objets de torture, afin d'étouffer, j'allais pas dire de maîtriser, parce que je sais pas s'il y a un cilice ou une ceinture de chasteté. Et le meilleur usage qu'on peut faire pour endiguer le feu libidinal. Mais il m'avait montré ça en rigolant. On s'était bien amusé. Dans une autre communauté dont je tairai le nom, je m'étais fait lourdement draguer par le père supérieur ainsi que... Je vois que tu rigoles. C'est quel est lui? Non, je peux pas le dire sur YouTube. Je te le dirai quand la caméra sera fermée. Je m'étais fait donc draguer très, très, très lourdement. Une communauté très connue, très prestigieuse. Et on m'avait proposé un trip à 3 avec le père et le frère chose, là, dont le nom m'échappe. Tu trouves ça drôle? Ouvertement comme ça. Oh, c'était lourd. C'était lourd. Ouais. Et plusieurs années plus tard, je l'ai vu, ce père-là, dans une autre circonstance. Et je me suis fait fort de le saluer avec un tonitruant bonjour, Père X. Dans ce cas-ci, ça aurait pu être le père... XXX. Et il était fort embarrassé par mon enthousiasme. Alors, présentement, nous sommes à Notre-Dame-de-Grâce, mieux connu sous le nom de NDG. Alors, j'admets que pour ceux qui nous accompagnent dans cette randonnée sous la neige, le paysage n'est pas très rieur. Et vous constaterez également que sur les trottoirs, il n'y a pas âmes qui vivent. Une des choses assez étonnantes que j'ai trouvées aussi, à part des photos de femmes tout nues, c'est au tout début, quand j'ai commencé, j'avais été acheter des livres chez l'ex-compagne d'un écrivain fort connu au Québec. Et dans ce lot-là, j'avais trouvé quelques lettres d'amour. Vous me direz, j'ai pas eu l'élégance de les rendre à sa propriétaire, parce que dans le même lot, j'avais trouvé les papiers du divorce. Et de ce que j'ai pu en juger, le divorce avait été très acrimonieux. Alors, je me suis dit, bon ben, vu la situation, faisons preuve de pudeur et gardons ça pour soi. Oui, lui, il a besoin de dollars pour manger. Ouais. On comprend bien, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de dollars pour manger. Tout est dit, je pense, n'est-ce pas? Normalement, pour manger, on ne devrait pas avoir besoin de dollars, ni pour se loger. La société a le devoir de loger et de nourrir ses habitants. N'est-ce pas? C'est un droit élémentaire. Si les plus démunis, en travaillant 40 heures par semaine, ne parviennent pas à se loger et à se nourrir, ce sont là moins que des esclaves.
ici, on voit le théâtre Snowden. En 1979, j'ai amené une copine voir Orange Mécanique. Ouais, je me rappelle de ça parce que j'adorais Stanley Kubrick. C'est sûr que amener voir une jeune amoureuse voir Orange Mécanique, c'était peut-être pas la trouvaille du siècle. N'est-ce pas? Avec moi, les scènes qui passent comme aujourd'hui, peut-être. Bon, aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, oui, il y a plein de films violents issus de l'industrie du vidéo. Ce qui passe mal, c'est la violence morale. Tu comprends? L'hémoglobine, par exemple, avec Tarantino, il en fait un usage abondant. Mais Tarantino, il n'y a pas de deuxième degré. Tu vois? C'est la violence morale qui ne marche pas, tu vois. Mais la violence grotesque, presque insignifiante, ça touche pas les esprits. Ça touche pas les cœurs, en tout cas. Alors, demain, peut-être, je vais exhumer de ces cartons, sous vos yeux médusés, quelques-unes des trouvailles faites ce soir. Sans doute, je vais aussi vous parler de Roland Giguère. Ce sera pour moi l'occasion de revenir sur ce poète que j'aime beaucoup. Et je vais jeter un œil sur sa thèse, la thèse de M. M. Et ce soir, bien, j'avais préparé une vidéo consacrée au philosophe et littéraire de confession juive, Bernard Chouraki. Alors, ce sera peut-être demain soir, Bernard Chouraki. Peut-être demain, je vais encore vous parler de M. M. Alors, je vous dis à demain. Merci. Merci d'être là.